Il sera numéro 1 de draft, c'est évidemment Zion Williamson. Une belle vidéo pour parler de son profil, de ce qu'on en attend l'année prochaine en NBA. Et pour en parler, hein, comme depuis 3 vidéos, eh bien Erwan à ma droite. Ouais, très heureux de parler de ce buffle dont on parle depuis qu'il est en high school avec ses énormes dunks monstrueux. Mais on va voir que ce n'est pas qu'un bœuf. Tout à fait. Et toi Antoine, alors, ce n'est pas qu'un bœuf, on est d'accord? Non, moitié bœuf, moitié chèvre. Chèvre, pour le GOAT, est-ce que c'est une image pour la suite de sa carrière? Pour ton niveau basket. Son niveau basket, c'est dur, hein, putain, ouais. Non, incroyable. Le tien, bah, très bien. Alors on va parler donc de Zion Williamson. On va commencer tout de suite par son profil. Le joueur de Duke donc est attendu à la première place de la prochaine draft. 2,01 m pour 129 kg, rien que ça. Un poste 4, même si ça va être très difficile et on va en parler de définir un poste pour lui l'année prochaine en NBA. Alors, quelles sont ses forces, cher Antoine? La muscu. Il développe 200 au développé couché. Tous les matins sans déjeuner. Je suis même pas sûr. Ou alors il le fait après s'être fait 3 Big Mac au petit-déj. Ouais. Lui doit en manger des poulets. Hein. Vivant. Il paraît que j'ai une info. Mange des poulets vivants. Oh, non. Apparemment, Erwan est sûr. C'est la content les gens qui découvrent l'émission. Ouais, parce que j'ai hâte d'être à la draft en fait. C'est marrant, d'ailleurs, on devait faire un podcast un jour avec un prospect qui se présente à la draft là. Pas un prospect français, un prospect américain et qui a décommandé au dernier moment parce qu'il fallait qu'il aille au McDo. Quoi. Ça m'a fait beaucoup. Sûrement en américain, ça. C'est très bonne éthique de travail. Bravo. Revenons à Zion Williamson du coup. Alors, quelles sont les forces, j'imagine d'abord physiques? Bah ouais. Obligé. 130 kilos, le mec, on n'a pas ses mesures en détente parce qu'il n'a pas fait le combine. Je pense qu'il doit sauter de 44, 45 pouces en détente. Ça doit faire, je sais pas combien ça fait, ça doit faire 1m20, 1m30, un truc comme ça. En général, quand on a 1 mètre de détente, c'est déjà beaucoup. Là, on est au-dessus. Ouais, je pense qu'il peut quasiment toucher le haut du panier. Voilà. Ouais. Donc c'est sa force première, quoi. Parce que tu vois, sur les 3 dernières vidéos qu'on a faites, il y a des mecs, on se dit, ouais, physiquement, bon, en pro, ses coups s'en sortaient en pro, il était dominant déjà en Jeep Elite. On parlait de Ja Morant qui, en université, c'est un énorme gars, qui est explosif au possible. Voilà, qui est explosif au possible et tout. Mais on se dit, mais on va voir comment ça se passe en NBA. Lui, on est déjà persuadé que même en NBA pour sa première année, il va déjà imposer un combat physique. C'est clair. Et en ça, c'est tellement rare parce que tous les mecs qui dominent physiquement en NCAA, on se dit on va voir à l'échelon supérieur, on va voir comment ça va se passer. Mais ça, c'est chaque année. Lui, on sait déjà qu'au moins, alors après, il y a d'autres choses qu'on va creuser, mais lui, on sait déjà que physiquement, peu importe qui l'aura en face, mais des darons, même des Blake Griffin qui sont plutôt des mecs gaillards, autres, où on peut penser à d'autres postes 4, déjà, on sait que ça va être un combat qui va imposer un combat physique. Question, est-ce que dès l'année prochaine, il est le joueur le plus physique de NBA? Non, parce qu'il faut y mettre une forme de maîtrise et une forme de technique qu'il va apprendre petit à petit, mais qu'il n'aura pas encore. Physiquement. Ouais, que physique, oui, pas basket, hein. Oui, mais si c'est purement physiquement, moi je pense que tu vois que son physique au début va lui faire faire des fautes offensives, va lui faire faire des mauvais choix. Et donc c'est pour ça, donc son physique sera pas encore et sa technique sera pas encore au service de son physique. Donc c'est pour ça que pour moi, pour être le joueur le plus physique, il faut que tu aies une forme de maîtrise technique aussi. Regarde le Blake Griffin au début, c'était un énorme bœuf, et pourtant c'est quand il est devenu un peu plus technique, un peu plus fin, que son physique. Tu vois, moi j'ai vraiment cette impression-là. Moi au contraire, après, je pense, surtout il va jouer poste 4 un peu au large, donc c'est pas un poste 5, quoi. Qu'est-ce que Shaquille O'Neal. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'année prochaine, c'est pas déjà le joueur le plus physique de NBA? Déjà, je pense que ça sera peut-être le joueur le plus vertical de l'histoire de la NBA. Impossible. Day one. Je pense que c'est... Et en faisant 130 kilos. C'est... Enfin, j'ai jamais les mots. C'est juste un extraterrestre. Mais il a des bons fondamentaux pour se servir de son physique. Ce qu'on n'a pas vu par contre trop cette année, c'est en NCAA, il n'y a quand même pas de très très grands joueurs. Il y avait Taco Fall contre qui il a joué. Il y avait Taco Fall contre qui il a joué et contre qui il a eu du mal du coup. Comme tout le monde, hein, l'autre tu fais 2,29. Ouais. Et lui aussi, dans des mensurations qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de la NBA. Hein, ouais. Au combine, les trucs pour mesurer l'envergure n'étaient pas assez grands. Il fait 2,50 m. On a eu de la chance de voir. Vous savez que tout le monde l'a vu ce match. On a eu de la chance de voir un mec de 2,29 m avec le mec possiblement le plus vertical de toute l'histoire, presque du basket, pour aller jusque-là. C'était une chance de voir ce match-là. C'est vrai que le duel des titans était très intéressant à voir. Clairement.
Mais il se sert déjà de son physique. Je pense qu'il a. Ce qu'on dit pas, c'est qu'il il fait 2,1 m, il est un peu petit quand même. Bon. Mais au-delà de sa verticalité et de sa puissance corporelle, il est aussi très 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 léger sur ses pieds. Il bouge hyper bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de comparaisons avec Charles Barkley, c'est qu'il y a cette même fluidité au niveau du jeu de jambes qui en fait une combinaison. C'est vrai que naturellement, c'est difficile d'imaginer lorsque tu regardes 2 mètres de 130 kg. Normalement, tu es en surpoids dans le sens, tu es trop gros pour ta taille. Lui, ça n'a pas l'air de le gêner. Alors, il va encore un peu plus s'affiner. Je pense j'ai du mal à croire qu'il va rester à 129. Aussi, Ils vont le faire un peu baisser, 3, 4, 5 kilos. Dans la NBA d'aujourd'hui, on a vu LeBron qui a été une caisse pendant un moment. À Miami, Miami, c'était vraiment un bœuf, même sur la fin à Cleveland. On a vu que le temps, ça finit. On a vu. Façon de parler pour LeBron. Oui, mais ça finit. Il va plus vite. Après, dans ce basket, de toute façon, il faut faire des allers-retours, ce basket de transition, ce basket ultra rapide. Être un énorme bœuf, c'est pas forcément la meilleure des qualités. Et pour finir sur son physique, c'est vrai qu'il impose, en université, il a imposé un défi physique, mais on lui a jamais répondu physiquement. Depuis qu'il. À part Takofal, encore une fois. Ouais, mais Takofal a répondu verticalement. C'est déjà pas mal, hein. Moi, je suis curieux de voir quand il va faire boum et qu'il pense qu'il va avoir. Parce qu'il a toujours l'avantage, je pense que depuis qu'il a 8 ans, il doit marcher sur tout le monde. Là, quand il va avoir des mecs qu'on le coffre, parce que c'est des adultes qu'on le coffre pour lui répondre, ça va être intéressant de voir comment il va répondre sur les premiers matchs. Je vais répondre à ma question. Je pense que l'année prochaine, ce sera. Mais j'ai senti. Joueur... C'est une question rhétorique pour toi. Absolument. C'est le joueur le plus athlétique de la NBA. Athlétique dans le sens, il a ce combo, on l'a dit, verticalité, on l'a compris. Mais la puissance qu'il dégage, alors il est en ESPN ou je sais plus qui avait fait ça, mais l'avait comparé à une Twingo, tu vois, à 20 km/h, une connerie pareille. Bon, c'était pas une Twingo, vu que c'était des Américains, mais ce type de voiture. Et je pense vraiment qu'il le sera parce que, oui, il y aura des adultes qui vont plus le contester, je suis d'accord, mais sa rapidité, sa vitesse de pied et balle en main va lui permettre de, quoi qu'il arrive, être dominant physiquement. Après, je suis d'accord avec toi, il y a plein d'autres choses dans le basket. Ouais. Heureusement d'ailleurs, il y aura des passages en force, il y aura des balles perdues, il y aura des tirs contestés et ainsi de suite. Mais sur la qualité pure physique, il va battre tout le monde. Je vois aucun joueur qui est capable d'être aussi rapide, aussi costaud. Je te laisse chercher dans ta tête. Ouais. Alors allons sur le profil du joueur. Poste 4 a priori, un handle pas si dégueulasse. Tout le monde a été très surpris rapidement par sa vision du jeu aussi, son QI basket. Ouais, c'était la plus grande surprise de cette année. C'est on le voyait beaucoup, on a tous vu des highlights au lycée, où il défonçait, il claquait des dunks de ouf. On avait vu ça contre Wiggins déjà. Ouais, c'est ça. Et là, il est arrivé, dès le début d'année, il a commencé à prendre des responsabilités à la main. Alors qu'il y avait Trey Jones, qui est un excellent meneur en termes de distribution, et R.J. Barrett, qui est aussi un très bon distributeur. Et on a quand même donné des responsabilités à Zion et il s'en est super bien débrouillé de cette histoire au final. Alors c'est pas un porteur de balle, c'est pas un meneur quoi. Non, c'est pas Draymond Green par exemple dans un profil comme ça. Non, c'est Draymond Green a vraiment ça en lui de le jouer entre guillemets meneur. Hein. C'est plus sur un pic, sur un ou deux dribbles où il peut faire des trucs. Mais il a une vraie bonne vision du jeu. C'est un joueur hyper altruiste au final. Ça se retranscrit dans ses stats qui étaient diffusées tout à l'heure. Il est à 58% d'efficacité au shoot. C'est fou. C'est quoi 70, non 68 58% au tir, au total, il me semble, avec les 3 points. 68% au tir. 68 Je crois que c'est ça. Hein. C'est complètement fou. Hein. Mais entre shooting, je sais qu'il a 70, donc c'est pareil, c'est énorme. Ouais, c'est incroyable. En tous les ratios offensifs, en offensive box score plus-minus, il a plus 12. Je crois qu'il défonce absolument tout le monde en NCAA. Il est carrément dans l'histoire de la NBA. Il a fait une saison qu'on n'a pratiquement jamais vue en termes d'impact. Dans la ligue. Il a 40 de PER quoi. Non mais c'est une Ce n'est pas qu'un physique, on rappelle. C'est une énorme usine à gaz, vraiment. On l'a vu tout au long de la saison en NCAA. Et moi j'ai bien aimé en March Madness, notamment le match face à Takofal, où R.J. Barrett est un peu dans le dur, où Cam Reddish non plus est pas non plus énorme. Et lui là-dessus, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà, moi j'aime bien voir ces mecs-là qui ne reculent pas, il a pris des tirs compliqués, à 3 points. Il les a pris dans des moments très chauds où tu les mets pas, tu sais que ton équipe elle est dans le down. Il les a pris, il s'est pas planqué. Et ça, c'est bien de voir que ce mec-là, parce qu'il a souvent été, notamment on voit des images derrière de lui en high school, je pense qu'il n'a pas été beaucoup contrarié, qui a dû gagner beaucoup de matchs avec des écarts incroyables. Dans la difficulté, c'était peut-être les premières fois où il se retrouvait avec des matchs à fort enjeu. Alors il n'est pas allé au Final Four, mais en tout cas dans tous les matchs à fort enjeu, il ne s'est pas planqué.
On a vu notamment Cam Reddish et RJ Barrett se planquer. Ou passer complètement à côté pour RJ Barrett. Lui, pas lui. Prendre les tirs, parler à ses mecs. Et en ça, c'est vachement positif pour la suite. C'est vrai que c'est une chose comme l'IQ Basket qu'on a découvert cette saison. Alors on était tous un peu les yeux écarquillés. D'ailleurs au début RJ Barrett et lui étaient un peu en concurrence pour être premier choix de la draft. Très rapidement on s'est rendu compte que Zion venait d'une autre planète, que c'était qu'on voyait un mec comme ça par génération. J'ai envie de vous dire. Moi j'ai été impressionné par plein d'autres trucs, donc son dribble et tout, mais les finitions qu'il avait. Alors oui c'est un énorme dunker, bon on l'a compris, mais il trouve plein d'angles pour aller poser sa main gauche. Encore une fois un gaucher tricheur, donc ça lui permet d'aller trouver des laybacks, des trucs, des spin moves quand il est plutôt bien défendu. Et ça c'est un truc qui m'a impressionné dans son jeu offensif, par exemple. Ah ouais, il est capable. Si un mec qui est plus fort que lui ou au moins aussi fort, il est capable de lui grimper dessus parce qu'il sera plus vertical. S'il a un mec qui est grand, il pourra le contourner. Un truc qui tient à Romain, notre copain d'envergure, c'est qu'il peut se désaxer aussi quand il est sous l'arceau pour aller trouver les angles. Il peut. C'est un excellent finisseur. C'est peut-être le meilleur finisseur que j'ai vu depuis très longtemps. Et puis, comme tu dis, il y a le shoot. Enfin, moi, en début d'année, je l'avais 8e dans mes classements personnels. Il était très bas pour le coup, là, tu avais un peu abusé. On va pas se mentir. C'était à peu près tout le monde. Je crois que Givoni de Draft Express, il avait 9-10, un truc comme ça. Ah, lui aussi, il avait fumé alors. Et dès le premier match, quand on l'a vu cet été, quand ils ont fait des matchs d'exhibition contre des universités canadiennes, le premier match, il nous sort 3 sur 4 à 3 points. Ouais. Ça, ils avaient désossé tout le monde en pré-saison à ce moment-là. Surtout que c'était pas des mauvaises équipes. Ils jouaient contre les champions universitaires canadiens. Lui et RJ Barrett avaient été très forts. C'était tous les deux à plus de 30 points ou tout comme. Ouais. Et ils avaient froissé tout le monde. Ouais. Et on le voit sortir 3-4. Du coup, on se dit, bon, au début, j'étais là, ouais, on se calme. Ouais, il va pas shooter non plus comme ça et tout. On pensait que son shoot était broken de ce qu'on en avait vu. Et puis le match d'après, il met 2 sur 3. Et puis on dit, oh putain. Il est plutôt régulier en fait, le con. Après, il shoot pied au plancher. C'est vraiment. Alors par contre, sa mécanique de tir, alors elle est quand même un peu brute. Il lui faut du temps. Son coup droit, son coup est complètement gauche, du coup, son coude est complètement désaxé. Il faut qu'il ait quand même le temps de placer ses appuis. En même temps, c'est pas ce qu'on va lui demander de sortir des écrans et d'envoyer des filoches. Le fait que s'il peut mettre externe, les mecs vont monter sur lui. Et à partir du moment, et là, du coup, si un défenseur est à 1 mètre, il peut le démarrer. Si son défenseur est à 2 mètres, voilà. Donc je pense que son tir, c'est plus une corde en plus à son arc, mais c'est pas sa qualité première. Tu penses pas qu'à un moment donné, ça peut pas le gêner parce que il y a cette réalité de la NBA. LeBron est le mieux placé pour en parler. C'est que t'as beau être le meilleur joueur de tous les temps sur le drive, sur le lay-up et ainsi de suite. Lorsque on t'attend, type les Spurs face à Miami il y a 5 ans maintenant, et qu'on te dise vas-y tire, c'est là qu'on va commencer à te rentrer dans la tête. Tu vois, il y a cette réalité-là. Donc, on imagine qu'il va bosser. C'est clairement pas son arme numéro 1 aujourd'hui, ni 2, ni 3, ni 4. Mais moi, ma crainte, c'est quand même qu'on puisse lui rentrer dans la tête en lui disant vas-y, t'es peut-être athlétique, mais tu peux pas mettre un tir. Vas-y, marque. Surtout que la NCAA, c'est différent. Alors, certes, il y aura des espaces qui vont lui profiter, mais il faut mettre des tirs de plus loin. Le spacing en NBA est tout autre que celui en NCAA. On voit quand même des zones, des fois, c'est un peu les mi-temps à 23-27. Ça n'existe pas en NBA, quoi. C'est des fins de petits cartons. Ouais. Donc, après, il est quand même, mine de rien, adroit naturellement. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire quand je dis adroit naturellement, parce qu'il met des paniers. Il a dû toucher. Voilà, il met des paniers. Tu vois, il part pas de zéro comme on peut voir certains. Maintenant, il faudra que dans ce basket moderne, qu'il développe quelque chose. De toute façon, il y a tellement d'attentes autour de lui, il se doit de développer un tir. Un mot sur son tir, sa mécanique et ainsi de suite. La mécanique est pas folle parce que, comme vous dites, il y a le coude qui est flottant. C'est très flat-footed. Il est 2 pieds ancrés dans le sol, donc il a besoin d'espace. C'est inimaginable de le voir un jour tenter un jump shot, tu vois, par exemple. Là, aujourd'hui, tu vois, vraiment dribbles, un jump shot, on verra dans 5 ans, mais aujourd'hui, c'est improbable. Mais là où ça me rassure, je pense, il est pas si dégueu que ça. Hein, et son jeu à 3 points, c'est surtout dans le corner. Ouais. Notamment le corner gauche. Et il le sait. Et il le sait, et il y a moins d'écart à ce niveau-là entre les lignes NBA et les lignes NCAA, donc je pense qu'il sera plus à l'aise. Et puis dès qu'il va commencer à rentrer, parce que comme on dit, son shoot il est vraiment pas sale,
S'ils vont lui laisser un peu d'espace, il va aller rentrer et après c'est fini pour eux, quoi. Alors du coup, alors on a fait un peu le tour sur ses qualités, hein, son physique incroyable, son IQ basket qui est très haut, son envie aussi de faire briller tout le monde, sa finition, le fait qu'il soit hyper agressif et explosif. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il doit travailler, bon à part le shoot, mais en tout cas des défauts dans son jeu aujourd'hui? Moi, je sais pas, défaut. Pour moi, l'opposition a tellement été. Il y a tellement personne depuis qu'il joue au basket qui a été capable de lui imposer un combat physique. Je demande à voir. Maintenant, il arrive. On parle de tous les mecs qu'on a présentés. Lui, il va arriver avec des attentes incroyables. Quand tu parlais, Romain, il y a quelques semaines de Culvert, on dit 7e, 8e homme, des rotations un peu temps de jeu. Antoine, je dis quoi? Romain. N'importe quoi, parce que je confonds. Quand on parlait de ses coups. Romain. Quand on parlait de ses coups, pareil, voilà, il faut qu'il joue un petit peu, qu'il ait un peu de temps de jeu. Lui, il va arriver, il va pas y avoir de deuxième option, troisième option, tu fais jouer, tu sors du banc. Lui, il va avoir une attente énorme, comme il y avait une attente autour de LeBron. Et c'est en ça que maintenant, faut voir est-ce qu'il est capable de digérer tout ça, quoi. Parce que c'est pas neutre, quoi. C'est des attentes monumentales autour de lui, quoi. Tu penses qu'il va pouvoir digérer tout ça? Alors, j'ai une question encore mieux. Est-ce que son environnement fera sa carrière? Ou est-ce qu'il est de ce type de joueur, type LeBron par exemple, qui, quoi qu'il arrive, je pense, aurait performé? Tu vois, quand tu es très fort, tu bats ton environnement. Les Cavs de l'époque avec Darius Miles et Ricky Davis, mon gars, c'était cata. Je pense qu'il va transformer direct son environnement, mais qu'en même temps, même si ça sera l'alpha dog, ça ne sera pas le premier joueur sur le terrain. Parce qu'il va avoir besoin de shooters à côté de lui, il va avoir besoin de meneurs. A priori, Jrue Holiday, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais quelqu'un Zion, il est meilleur quand il laisse le jeu venir à lui, en fait. Donc, c'est juste pour moi la deuxième option parfaite, quoi. C'est un peu le Scottie Pippen, même si ça n'a rien à voir en termes de façon de jouer, mais le Scottie Pippen ou des joueurs comme ça, quoi. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il ne peut pas être l'option numéro 1, tu vois, la superstar d'une équipe qui vise le titre. Il sera la superstar sur les réseaux sociaux, oui, non, mais sur les highlights, pas vraiment que de basket. Hein. Mais ça ne sera pas le créateur premier, et je pense qu'il fonctionnera plus autour d'un duo. On l'a vu, hein, d'ailleurs. C'était l'alpha dog de Duke, mais c'est pas lui qui allait faire les plays. C'était R.J. Barrett. C'était R.J. Barrett surtout qui devait porter la gonfle et qui devait porter les responsabilités. Est-ce que je me trompe? Ça me fait penser à Giannis Antetokounmpo qui peut pas mettre des tirs de fin de match et qu'on file à Middleton. Est-ce que je me trompe si dans ce que tu dis, c'est là où tu vas aller? Hyper dominant, joueur un peu dominant unique, physiquement, avec d'autres qualités. Hein, oui, mais bon, tes jeux à travailler. Voilà, mais bon, justement dans les dernières possessions, dans la création et tout, des fois on donne un peu. Finalement, les dernières boules pour mettre des tirs créatifs, on les file un peu à Middleton. Mais il n'empêche que ça reste Antetokounmpo, l'option numéro 1 de cette équipe. Ouais. C'est un peu ça, et je pense qu'il rendra après tous les autres joueurs meilleurs, quoi. Je pense, avec Holiday, je pense qu'Holiday va passer pour un mec encore meilleur qu'il ne l'est avec Zion. C'est très bien de toute façon qu'il soit associé à un mec comme ça, parce que dans l'attitude du Holiday, c'est incroyable. On peut souligner quand même le bordel qu'il y a eu au Pelicans cette année. Lui, il est resté une fois de plus exemplaire. Il a fait gagner des matchs quand Anthony Davis, il voulait pas jouer ou on le faisait pas jouer, peu importe. Lui, en tout cas, il a blessé. On l'a jamais entendu parler. Donc je pense que ça peut être très intéressant déjà d'avoir un vétéran comme ça, fort joueur et qui a envie de gagner. Je pense que là aussi, tu vois, c'est pas neutre d'arriver. Alors les Pelicans, c'est pas une équipe qui veut jouer le titre. Je pense pas qu'ils iront en playoff la saison prochaine, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un environnement pas trop mal. On arrive à la question la plus intéressante de tout ça. Il va être donc drafté par les New Orleans Pelicans. Son coach sera Alvin Gentry. A priori, Anthony Davis. Alvin Gentry en tout cas est conforté, il n'y a aucun problème. A priori, Anthony Davis ne sera pas dans l'équipe, alors il sera première option. Si vous étiez Alvin Gentry, comment est-ce que vous le feriez jouer dès l'année prochaine? Quel poste? Quel type de jeu vous déploierez autour? Et ainsi de suite. C'est la meilleure question du truc, hein, de toute manière. On a fait 4 vidéos, mais c'est pour arriver à celle-ci. Hein. Moi, je le fais jouer 4. Bon, Julius Randle, on imagine qu'il va être tradé parce que c'est le. Il est en fin de contrat, de toute façon. Ouais, il est en fin de contrat. Il va pas être signé parce que c'est le même profil. C'est vraiment le même, mais bon, moins fort, mais c'est vraiment le même délire. On adore Philus, mais bon. Faut le faire jouer 4. Faut que cette équipe, elle galope. Et Jrue Holiday, c'est un mec qui court. C'est une équipe qui doit d'abord courir. Absolument, parce que lui, sur le coffre, il va quand même imprégner un rythme et un physique en plus de ça, quand même incroyable. C'est une équipe qui doit courir sur demi-terrain. Maintenant, je
suis très curieux. Est-ce qu'on va jouer, on va faire des quarts de terrain pick and roll avec Jrue Holiday? Tu parlais de duo. Ce serait très intéressant de voir si ce duo-là, un peu auquel on n'a jamais pensé depuis qu'on parle de Zion, dans ce cas, ce serait Jrue Holiday, Zion Williamson. Pourquoi pas? Ça peut être un duo plutôt très cool. Sur des lectures de pick and roll, sur des ouvertures, fade, roller, en haut par en haut, donc ça peut être cool. Qu'est-ce que tu en dis? Ah oui, carrément, et même avec Zion en porteur de balle sur le pick and roll. Ça peut être rigolo, quoi. Avec Jrue qui va roll, c'est clairement faisable, quoi. Il a cette capacité de pouvoir jouer sur quelques dribbles, donc... Je trouve quand même qu'il doit progresser là-dessus. Comparé à Barclay, qui n'a jamais été un grand dribble, mais par contre, même il doit quand même progresser dans ce basket moderne sur son dribble. S'il veut vraiment s'offrir un peu plus d'armes dans la création, il va falloir qu'il soit meilleur dans le dribble. De toute façon, il va tenter de progresser, à voir s'il la mettra en application. Moi, je vais vous dire un truc, si j'étais Alvin Gentry, eh bien, le meilleur exemple que j'ai aujourd'hui en NBA, c'est évidemment Giannis, et je l'entourerais avec beaucoup de shooters, un max de shooters, un poste 5 shooter, pas Jalil Okafor évidemment, mais dans l'idée de Brook Lopez, Brad Miller, Mehmet Okur et ainsi de suite, des mecs qui pourront lui donner de l'espace. Parce que lui, sans espace, ça va être très difficile, on l'a vu pour la March Madness. En NBA, naturellement, il y en a plus, mais il faut que le système soit fait pour lui. Jrue Holiday et lui, évidemment, pourront faire du pick and roll. On verra s'il trade pour à Boston, j'en sais rien, aux Lakers ou R.J. Barrett qui déboule de New York. J'en ai aucune idée, on verra comment il sera entouré. Mais j'essaierai en tout cas, dès le début, lui donner un max de responsabilité dans la création et de voir ce qu'il fera. Au pire, se casse les dents et on changera au bout d'1 ou 2 ans. Mais au tout début, je lui dirais, vas-y, joue limite meneur. J'aime bien l'idée de Draymond Green dans le sens, tu vas monter la balle, prends un rebond, fais des coast-to-coast, amuse-toi, fais jouer tes gars, on va te poser des pick and roll pour toi ou du quart de terrain. Mais en tout cas, je veux que tu sois au centre de notre équipe dès le départ. Donc on revient sur l'exemple un peu de Giannis, quoi, clairement. Ah oui, complètement. Oui, j'ai commencé mais c'est carrément. Avec un pivot qui te permet de shooter et même, j'irai plus loin, sur les fins de match, pour continuer dans l'exemple de Draymond Green, je le foutrais poste 5 et je dirais, vas-y maintenant, on verra, ça se trouve que ça marchera pas du tout, mais je veux que tu joues poste 5, avec ta détente, tu peux offrir du second rideau et de l'aide, à voir comment il se comporte face à un pivot, à voir. Mais en tout cas, je me pose la question. Plus que perdant au rebond, parce que vu qu'il a la tête au cercle, t'es pas dominé au rebond. À voir comment il se comporte en poste 5 sur une fin de match. Je dis pas dans le 5, hein, je suis d'accord, poste 4, pas du tout 3, hein, mais poste 4. Mais sur une fin de match, poste 5 comme ça. Ouais, je pense qu'il faudrait s'inspirer de ce que faisait Phoenix à l'époque de Stoudemire et Nash. Je pense que c'est des systèmes qui lui conviendraient à mort, quoi. Ah là, on est sur du pick and roll à gogo. Hein. Ouais, pick and roll à gogo, du run and gun, un ou deux shooters pour écarter, et c'est parti, quoi. Et peut-être dans un rôle un peu le rôle qu'avait Boris Dio à l'époque. Alors là, on va lui demander, on n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé d'un QI basket, ok, plutôt intéressant. Boris, c'est un QI très supérieur. À l'époque, il était comme ça, le père Boris, et il pouvait vraiment jouer meneur au sens propre du terme. Donc là, il a commencé meneur à Atlanta. Donc là, j'aime bien la comparaison avec Stoudemire, celle avec Boris, je la trouve. Stoudemire, c'est pas du tout le même joueur. Oui. Il y a un vrai poste 4-5 pour Stoudemire, et l'autre qui a un poste 4. J'aime bien cette comparaison, j'espère que les Pelicans se défendront un peu plus que nos amis des Suns de l'époque. Mais on leur souhaite quand même d'avoir déjà le même genre de résultat, des saisons à 60 victoires, avant d'imaginer défendre et aller en finale de finale NBA. Si Zion un jour fait une saison à 60 victoires, on pourra dire alléluia déjà. Hein. Non mais c'est vrai. Un jour il le fera certainement. Bon, on verra. Moi je peux te dire, c'est des attentes. Depuis LeBron, on n'a jamais eu autant d'attentes sur un mec. Et pourtant depuis LeBron, il y a eu quand même des numéros 1 draftés. Même les Kevin Durant, il n'y a jamais eu autant d'attentes sur lui. Bon clairement, Kevin Durant, il est arrivé un peu comme ça. En plus numéro 2. Donc voilà, moi je te dis qu'il va y avoir des attentes. Et c'est aussi marrant de voir s'il a les épaules maintenant pour ça. Il a déjà parfaitement répondu sur son année à Duke. Maintenant, je vais voir s'il va répondre. Tu penses qu'il a les épaules ou pas? Là, comme ça, j'ai l'impression. On est en juin 2019. Je le trouve moins flambeur que LeBron au même âge. Ça, c'est pas difficile. Moins flambeur. Mais je le trouve plutôt serein. Je le trouve serein dans les interviews qu'il a pendant la saison, qu'il a eu maintenant depuis la fin de saison aussi. Quand il perd sur la March Madness, alors qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient tout gagner, que ça allait être la meilleure équipe de tous les temps, mais c'est quand même un échec. Je le trouve digne dans la défaite. Je trouve qu'il est vachement mature dans son comportement et c'est plutôt, donc ça me pousse à me dire que oui, il va assumer cette énorme hype autour de lui. Même question, il a les épaules? Je pense qu'il a les épaules et il a vraiment su garder cette équipe de Duke à flot. Parce que voilà, Cam Reddish a sous-performé, R.J. Barrett a quand même moyennement performé. Chier dans la colle dans les fins de match. Hein. Chier dans la colle dans les fins de match. Trey Jones, fallait rien lui demander quand même offensivement. Et il a vraiment gardé à flot cette équipe en
en étant à la fois le meilleur joueur, mais c'est pas évident, parce que c'est que des gamins qui sortent de lycée et qui étaient les stars partout où ils étaient, et là ils se mettent à jouer ensemble, c'est un peu compliqué quand même à gérer les égos et tout. Et il a été le lion en fait qui a permis à tout le monde de jouer ensemble, quoi. Dans une pauvreté offensive rare. Rare. Ah oui, Duke de cracher sur Coach K. Non mais on va certainement pas cracher sur Coach K qui a montré plein d'autres choses avec d'autres équipes, et tu y mets aussi notamment, mais même avant Duke, il a quand même dégagné des titres, l'époque Grand Hill, tout ça. Mais là honnêtement cette année, mais peut-être qu'il a voulu aussi laisser les mecs un peu en autonomie, mais quand même offensivement Duke cette année, on aurait dit ma copie au bac en maths. Même zéro. Même défensivement, c'était on switch sur tout le monde et on fait pas d'effort. Puis on verra ce qui se passe. Ouais. Absolument. J'ai deux dernières questions. La première, c'est sur son physique et les potentielles blessures. Est-ce que c'est une véritable crainte qu'on doit avoir? Pour l'instant, il n'a jamais eu de grosse blessure. Enfin, clairement, moi, les bombes athlétiques comme ça, on pense forcément à Derrick Rose. C'est une bombe surhumaine. Alors, tu as le contre-exemple Westbrook, mais... Pour moi, j'ai toujours peur avec des bombes, mais parce que quand on dit bombe, c'est bombe nucléaire. Hein. Des bombes nucléaires physiques comme ça, j'ai toujours peur qu'à un moment donné, le corps, il est pas fait pour, il est pas fait pour. Ou alors, 130 kilos et sauter aussi haut. Ou alors c'est Air France qui le draft et tu fais des Paris-New York. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, c'est un Boeing 740. Donc moi, j'ai toujours peur que tes articulations, elles ne tiennent pas. Le corps humain, il est pas fait pour aussi lourd, aussi haut, aussi vite, aussi fort, quoi. J'ai peur. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ah bah ouais, le Boeing, quand il atterrit, les pneus ils en prennent un coup, et moi j'ai peur pour ses ménisques personnellement, parce que 130 kilos, quand il retombe et qu'il a sauté 3 mètres au-dessus du panier, ça doit choquer quand même. De toute façon, on a tous la même impression que s'il se blesse pas, c'est que c'est vraiment un surhomme, quoi. LeBron s'est jamais blessé. Hein. C'est vrai. Ouais. LeBron, à part cette saison, avec peut-être qu'il paye 15 piges à très haut niveau sans blessure. Même Jordan s'est blessé. Je me dis que on peut imaginer, ou Kobe a fini aussi sur les rotules complets, sans tendon d'Achille. C'est vrai que LeBron, c'est le parfait exemple. Après, c'est un mec qui met quasiment 1 million par saison pour l'hygiène de vie, et ça va compter. Ça, c'est fait sur le tas. Il n'a pas commencé comme ça. Hein. Ça va compter énormément. Mais moi, LeBron qui est arrivé, allez voir LeBron quand il est rookie ou sophomore en NBA, ça n'a rien à voir avec le buff. Il est filiforme plutôt. Il est plutôt filiforme, LeBron. C'est ça, presque. Mais lui, il arrive déjà avec un gab de joueur NBA sérieux, quoi. Dernier mot sur l'entourage. Il y a un petit problème avec l'entourage? Non, enfin après ça dépend des points de vue. Là c'est Alex qui avait mis ça sur le site, il avait un doute sur le fait que le beau-père est un peu omniprésent dans tout ce qui est prise de décision. Encore la Barbole? Pas forcément, mais omniprésent, ce qui fait qu'il a pris un agent il n'y a pas longtemps. Du coup, ça fait quand même se poser des questions, parce qu'à un moment donné, il faut sortir du milieu familial pour être dans le milieu professionnel. D'accord, c'est pas un Barbole, c'est plutôt un Véronique Rabiot. Ouais, possible. C'est plutôt ça en fait. C'est mieux de professionnaliser tout ça. Quand c'est la famille qui gère, c'est toujours un nid à merde. Ça, demande au Anelka, mon gars, toujours des histoires improbables de mecs. Mais t'es pas objectif, quoi. Non, c'est pas objectif. Ouais. Et c'est normal vu que c'est ta famille. Le but c'est de lâcher un peu d'argent, forcément, mais de lâcher du lest sur les décisions. Voilà, on a fait le tour sur Zion Williamson, c'était très intéressant. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs où est-ce que vous le voyez, à quel poste, comment il jouera, est-ce qu'il va performer directement, est-ce qu'il aura les épaules pour assumer toutes ces attentes qui sont vraiment très hautes. On va te remercier, Antoine, c'était très cool de t'avoir. Alors on vous conseille encore une fois d'aller sur le site Envergure, d'aller regarder, de lire les scouting reports, la mock draft et ainsi de suite. Et puis on va se retrouver tranquillement le 20 juin, le jeudi 20 juin, puisque nous serons en direct ici même pour un live pendant la draft. Donc à chaque fois qu'il y aura la petite musique et Adam Silver qui vient avec son petit papier, nous serons là pour débriefer le plus rapidement possible avec Erwan et avec d'autres membres d'Envergure. Ça va être très cool. La fine équipe. Absolument. Merci, c'était très cool. Merci à vous. Et à la prochaine. Merci Antoine. Ciao. De rien, Romain.